Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 2 de la troisième saison de Hockey sur demande, le podcast. Encore une fois cette semaine, je suis accompagné de Stéphane Grenier d'Entre Chums. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Yes, ça va bien toi? Yes. Bon, la semaine passée, on a fait la division centrale. On s'est dit que c'était un exercice qui était quand même assez difficile là, pour placer les équipes. C'était pas évident. Ouais. C'était pas plus évident pour la Pacifique cette semaine. Là. Pour vrai, là, Vraiment pas. J'ai rushé un petit peu. Mais avant de faire tout ça, eh bien, le menu cette semaine, eh bien, contrairement à la semaine passée, on ne parlera pas d'un sujet en tant que tel avant. On va vraiment jumper dans le classement. Mais par contre, à la fin, on va avoir encore une fois le segment sur réception. Et cette fois-ci, c'est Stéphane qui va me poser des questions. Yes. Un peu nerveux, j'espère qu'il ne me mettra pas dans le trouble. Non. Mais bon, on va closer avec ça. Donc, Stéphane, ben écoute, sans plus tarder, on va débuter immédiatement avec le classement. Mais juste avant de dire nos équipes, comment ça a été de ton côté? Comment tu as visualisé tout ça là, pour placer des équipes? Écoute, on en parlait un petit peu hors podcast. Là, j'ai trouvé ça quand même assez simple, mais au fur et à mesure que je m'en allais avec mon classement, je changeais les équipes au fur et à mesure. Je te dirais que la division, un peu comme la semaine passée, est pas si facile que ça finalement. C'est vraiment difficile de voir ce qui va arriver. Les équipes, je ne dirais pas médiocres, là, mais tu as deux grosses équipes, trois peut-être, puis le reste, c'est vraiment interchangeable. Là. C'est une division un peu bizarre, je te dirais, là, avec l'avenue du Kraken. Fait que, j'ai hâte de voir ce que tu as fait comme classement, parce que je pense que ça va être un peu différent d'un bord et de l'autre. Écoute, moi, j'ai pas eu le choix. Je suis allé vraiment avec des tiers, dans le sens que j'avais une équipe en haut que je pense que tout le monde sait c'est laquelle qu'on parle. Je pense pas qu'il va y avoir de grandes Les surprises. Sharks. Oh, les Sharks. J'ai mis le Kraken, mais bon, en tout cas, je pense que j'ai mal évalué mes trucs. Là, mais bon. Sinon, ensuite, pour les équipes de bas de classement, j'avais un tiers de 2. Ouais. Et ensuite, entre 2 et 6, là, c'était ça, c'est mon autre tiers. Dans le fond, j'ai comme 3 tiers. Et le deuxième, évidemment, vu qu'il y a plus d'équipes, c'était plus compliqué. Ouais. J'ai quand même réussi à faire de quoi que je pense qu'il y a de l'allure, mais écoute, je ne serais pas surpris qu'à la fin de la saison, là, je sois dans le champ, comme moi. 1 en 8, puis c'est parce que la première équipe que je pensais qu'elle allait être là, que tout le monde sait c'est qui qu'on parle, va finir au premier rang, mais pour le reste, là, ça va être 0 en 7 pour le reste, mais bon. Ouais. On a vu un peu comme la semaine passée. Hein, la semaine passée, on avait 3 à 6 qui pouvaient changer. C'est rendu 2 à 7, 2 à 6 aussi. Là. J'ai vraiment hâte d'arriver dans l'Est, voir comment ça va être, parce que j'ai hâte de faire ces classements-là. Puis je pense que ça va être bien différent, parce que je pense que les équipes sont plus fortes dans l'Est que dans l'Ouest cette année. Oui, mais en même temps, comme la ville métropolitaine, toutes les bonnes équipes sont là, mais ce ne sera pas plus facile de les classer. Là, sont toutes bonnes. Fait que c'est juste que là, il y a comme trop d'équipes poches présentement dans l'Ouest. Fait qu'on ne sait pas trop qui mettre en avant de qui, mais dans l'Est, ça va être l'inverse. Je pense qu'on ne saura pas trop, encore une fois, qui mettre en avant de qui parce qu'il y a trop de bonnes équipes. Donc, je pense qu'on va avoir le même problème, mais juste différent. Ça va être vu différemment, selon moi. Mais bon. Plus de points positifs que de négatifs, peut-être. Et voilà, drette ça. Écoute, voilà. Vu que tu as commencé la semaine dernière, est-ce que ça te dérange si je ne suis pas cette semaine en premier pour la première équipe? Vas-y. Écoute, la première équipe, là, comme je t'ai dit tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, quand je t'ai envoyé le lien pour le Zoom, j'ai flippé les deux équipes 7 et 8. Fait que ça te donne une idée à quel point que j'étais zéro convaincu. Puis là, en y repensant, je pense que ça fait plus de sens, mais j'ai mis le Kraken 8e parce que lorsqu'on regarde cette équipe-là, il y avait tellement une belle occasion de repêcher une bonne équipe pour débuter leur première année dans la LNH. Ils sont allés plus dans l'avenue de on va construire à long terme, on va peut-être stacker plus des choix au repêchage. Mais je trouve quand même que dans leur plan d'y aller plus avec le courant de la jeunesse, je trouve qu'ils sont plantés pareil parce qu'ils ont laissé passer des jeunes joueurs qui étaient vraiment intéressants, qui n'avaient pas des gros contrats, là, mais vraiment des bons jeunes joueurs. Ils sont allés chercher des no-names en tout cas, le meilleur exemple que j'ai, moi, c'est Jake Bean en Caroline. Je ne comprends pas comment cette équipe-là est passée à côté de ce jeune défenseur-là prometteur qui a brûlé la Ligue américaine dans les dernières années. On l'a laissé aller carrément pour aller chercher. Je ne sais même pas c'est qui sont allés chercher des Hurricanes. Ah oui, Warren Fuegel, je pense. C'est-tu lui? Ouais, Warren Fuegel. Chercher où ils l'ont signé. Attends un peu, je peux aller voir. Là. Non, excuse. Non, lui, il est allé du côté d'Edmonton, c'est vrai. C'est pas lui, c'est... bref, c'est pas un joueur qui est hyper important. On le connaît pas, peut-être. Je suis même pas capable de l'identifier dans la liste. Fait que ça te donne une idée à quel point ils ont manqué de bateau là-dessus. Mais tu sais, sinon, si on va avec l'analyse de l'équipe en général, bon, l'attaque, c'est ce que c'est. Là. Les meilleurs éléments, c'est pas mal Jordan Eberle, qui n'est plus le joueur qu'il était là, dans les dernières années, même si
Il ne fait pas si mal que ça que les Islanders non plus, mais ce n'est pas la superstar là, qui va récolter 70-80 points par année. Sinon, Jaden Schwartz, c'est un bon joueur fiable, mais encore une fois, ce n'est pas un dynamo offensif hyper impressionnant. Ensuite, tu as Yannigo, qui d'ailleurs va rater des matchs en début de saison parce qu'il a été blessé là, au courant de la saison morte, si je ne me trompe pas, mais je sais qu'il va rater un petit bout de la saison. Et ensuite, là, on regarde la liste des joueurs rapidement. Là, Wenberg, Donskog, Tanev, McCann, Young Croc, Johansson, Appleton, Sheehan, Bastian, Donato, Blackwell. C'est pas une équipe qui s'enligne vraiment pour les séries. En revanche, la défensive, j'aime quand même leur défensive avec les Giordano, Oleksiak, Larson, Dunn, qui est un bon top 4 selon moi, avec des jeunes défenseurs là, qui vont suivre avec les Fleury, Lauzon, entre autres. Ouais. Devant le filet, moi, c'est mon gros point d'interrogation pour vrai, parce que Grubauer, oui, a été excellent l'an dernier, mais il jouait devant une équipe assez boostée, merci. Là, tu te retrouves avec l'inverse, une équipe qui a à moitié rien dans sa formation. Pas sûr qu'il va briller autant, là, notre cher ami Grubauer. Drager, c'est pas un mauvais gardien non plus, mais encore une fois, la Floride qui était une bonne équipe l'an dernier, avec le Kraken, qu'est-ce que ça va donner cette année? Ouais. J'ai des gros doutes aussi. Donc, trop de points d'interrogation. Puis, tu sais, on ne peut pas vraiment dire « Ouais, mais si tel espoir perce l'équipe qui peut changer la donne, ben ils n'en ont juste pas. » Tu sais, c'est leur première saison. Ils n'ont pas vraiment de relève qui s'en vient, avec raison. Fait que non, moi, je pense que ça va être une longue année du côté du Kraken, mais qui sait, peut-être que ça peut se terminer avec un Shane Wright, un Matthew Savoie ou un Brad Lambert à la fin de l'année, ce qui serait un bon boost pour l'organisation à long terme. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je ne les ai pas mis là, moi, juste parce que j'ai eu peur. Puis, bien honnêtement, là, je les ai mis ailleurs parce que j'ai eu peur à cause du Golden Knights. Je me suis dit, c'est peut-être qu'ils vont avoir un hype sur la première saison. Donc, souvent, ils vont être plus forts que l'autre équipe. Le joueur que tu cherchais chez les Hurricanes, c'est Morgan Geeky, qui a été cherché. Là. C'est ça. Un jeune espoir de 23 ans, là, gros gabarit, mais c'est un joueur un droitier là, repêché en 3e, je pense, 67e overall, je crois, là, en 2017. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas été chercher les gros joueurs qu'ils devaient aller chercher. C'était pas la vision du Golden Knights qu'on veut avoir. Non, je pense pas qu'on va assister au même dénouement que les Golden Knights lors de la première année. Je pense que visiblement, Ron Francis veut y aller plus avec l'avenue dont bâti à long terme. Alors que du côté de Vegas, eh bien, on a eu 3 choix de première ronde dès la première année, puis les 3 sont même plus avec l'équipe déjà, puis ça fait quoi, 3-4 ans que l'équipe existe, là? 5e année, ouais. 5e année, donc c'est vraiment pas la même avenue qu'on va du côté du Kraken. C'est correct aussi, mais ça fait en sorte que moi, pour ma part, là, je les vois pas plus haut que le 8e rang. Là, c'est correct, c'est légitime. C'est légitime. De mon côté, moi, j'ai mis les pauvres Sharks. Pour des raisons un peu bizarres. Tu sais, ce qui se passe avec les Sharks depuis 2 ou 3 ans, il n'y a rien de bon qui sort de cette équipe-là, on dirait. Là. Cette année, ils perdent Martin Jones, Ryan Donato. On vient ajouter James Reimer. Je ne suis pas sûr qu'il va faire une grosse différence, mais avec Adam Hill aussi qui va faire les 2 gardiens. Nick Bonigno qui est un bon vétéran. Puis on a aussi Andrew Colgiano qui s'en va là. Moi, je crois que les Sharks sont un country club. Je pense que le problème de cette équipe-là, c'est la souche. Finalement, le contrat de Carlson, présentement, fait très mal à son image et à cette équipe-là. Et si on regarde ça, tout le monde vieillit. Là. Les Burns vieillissent, Vlasic vieillit. Est-ce qu'Evan Durkin va pouvoir jouer cette année? Il va encore faire des frasques en dehors de la patinoire. Ça a l'air d'être une équipe vraiment désorganisée. Puis je pense que l'année passée, on a vu que ça ne marchait pas du tout en tout. Fait que moi, je ne vois pas d'issue pour cette équipe-là, les Sharks, cette année. Donc, c'est pour ça que je les ai mis 8e. Non, c'est légitime aussi. Puis en t'écoutant, c'est vrai que j'aurais peut-être dû les mettre un petit peu plus bas. Ils ne sont pas si hauts que ça. Mais quand tantôt je disais que j'avais un tiers de 2 équipes, ben, ça aurait pas été 3 équipes en réalité. Là, mais bref. Le problème avec les Sharks, c'est qu'ils ont beaucoup de bons joueurs. C'est ça qui est le pire. Ben, c'est ça qui est tannant. Ils ne sont pas mauvais sur leur papier, mais quand tu mélanges la soupe, il n'y a rien qui colle depuis des années. T'sais. Est-ce que Hurtle va vraiment devenir le joueur numéro 1 de cette équipe-là? Est-ce que Logan Couture va réussir à faire ce qu'il pourrait faire? Ça fait longtemps qu'on attend. Logan Couture, c'est pas un mauvais joueur, mais il n'a pas apporté ce qu'un capitaine a apporté dans cette équipe-là encore. J'ai l'impression que les Burns et les Carlson de ce monde tirent l'équipe vers le bas et les emmènent vers le haut. Mais je pourrais me tromper. Là. Ça se peut que Carlson sorte une saison de fou puis que Burns sorte une saison de fou aussi. Le problème, c'est qu'ils sont bons offensivement, ils sont pourris défensivement. Avec les Sharks, ils n'ont personne qui est bon défensivement. Puis tu vas te chercher 2 nouveaux goalers cette année, donc James Reimer et Adam Hill. Finalement, Zachary Aymon n'est pas prêt. Encore jouer probablement dans le junior ou va jouer pour la Ligue américaine cette année. Chastenko, c'est la même chose. Ils ne sont pas prêts les 2 à jouer. Donc, il te reste Adam Hill qui a fait quand même bien les passés.
il y a James Reimer qui jongle un petit peu, je veux dire, avec les bonnes, mauvaises performances depuis les 3-4 dernières années. Fait que moi, je pense que ça va être difficile pour les Sharks cette année. Effectivement, je suis d'accord avec toi, mais comme tu dis, il y a des bons joueurs dans cette Ouais, équipe-là, donc peut-être qu'ils peuvent avoir une saison respectable, mais honnêtement, je ne peut-être. miserais pas trop là-dessus, là, effectivement. Sinon, moi, mon numéro 8, l'équipe que j'ai numéro 7 plutôt, Ouais. l'équipe que j'hésitais avec le Kraken, eh bien, j'ai mis les Ducks d'Anaheim. Je ne sais pas si Bob Murray a décidé qu'il checkait out pour tout l'été, Je pense mais que oui. quand on regarde, parce que la page Facebook de NHL ont publié des photos là, de chaque équipe avec les additions, les Ouais. soustractions. Ouais. Quand que tes additions, c'est ton choix de première ronde cette année, puis 2 joueurs que tu as re-signés qui appartenaient déjà à l'organisation, Exactement. Je me ils suis dit la même chose. C'est comme, oh boy. n'ont rien fait de l'été du côté des Ducks. Ils ont regardé passer le bateau, puis je trouve que le gros problème des Ducks, présentement, oui, ils ont des bons éléments en Silverberg, Raquel, Comtois, là, qui devrait progresser encore une fois cette Ouais. année. Mais je trouve que trop de jeunes joueurs présentement qu'on pensait que ça allait être pas des super vedettes nécessairement, mais des joueurs qui allaient éclore, mais qu'on attend toujours. Les Sam Steele, les Troy Terry, les Max Jones. On attend encore une fois que ces joueurs-là, on attend l'éclosion de ces joueurs-là encore une Ouais. fois. Est-ce que ça va se produire cette année? Sait-on jamais, mais c'est trop de points d'interrogation. Heureusement, on devrait avoir un peu plus de Trevor Zegras cette année, qui a été très bon l'an dernier dans le court laps de temps que les Ducks l'ont fait Ouais. jouer. Mais au Ouais. moins, les Ducks ont été honnêtes avec les partisans l'an passé. Ils ont renvoyé Zegras dans la Ligue américaine, puis ils ont expliqué aux partisans pourquoi ils ont fait ça, en disant qu'il fallait qu'ils prennent plus d'expérience au centre, puis avec raison, parce que présentement, au centre, Très bon mot. Adam Henry, c'est un joueur qui est quand même fiable, mais on s'entend que ce n'est pas un joueur qui va être un dynamo offensif dans cette équipe-là. On a Ryan Getzlaf qui est un joueur vieillissant. On a Comtois, mais il joue plus à l'aile. Par contre, Comtois, Sam Steele, comme j'ai mentionné tantôt, on attend l'éclosion de Steele, lui qui a brûlé le junior avec Regina dans la WHL. Puis Brûlé. après ça, depuis que c'est joint là, au niveau professionnel, c'est plus tranquille à ce niveau-là. Donc, c'est un Zegras, puis un Drysdale aussi en défensive qui peut amener également un vent de fraîcheur. Sinon, la défensive qui n'est pas mauvaise, on a encore les Cam Fowler, Hampus Holm, Josh Manson, Shannon Kirk comme top 4. Drysdale va probablement se mixer avec ces joueurs-là. Et devant le filet, John Gibson, c'est un gardien qui est quand même fiable, même s'il ne joue pas pour une très bonne équipe. Et la raison pour laquelle je les ai mis avant le Kraken, devant le Kraken, plutôt tantôt, j'hésitais, mais quand j'ai repensé tantôt, tu sais, quand j'ai mentionné que le Kraken, il n'y a pas de si tel joueur perce l'équipe qui réussit à changer la donne, les Ducks, ils en ont au moins. Ils ont dit Gris pourrait changer la donne, Drysdale pourrait changer. Ouais. C'est des si, j'en conviens, mais c'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent permettre à l'équipe de mieux progresser. Si Jones, Terry puis Sam Steele peuvent finalement éclore, ça va permettre aux Ducks d'être meilleurs cette année. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai juste mis un petit peu plus haut que 8e, c'est parce qu'ils ont des facteurs qui pourraient changer la donne là, au niveau des performances de l'équipe cette année, contrairement à Seattle, où ce qu'on a dans la formation présentement, c'est ce qu'on va avoir, puis on n'aura pas plus. Là. Exact. Puis si tu classes un classement 6, 7, 8, selon moi, c'est parce que tu attends que les jeunes poussent. Fait que tu espères que ces jeunes le poussent. Ces jeunes-là poussent, souvent ils ont des meilleurs classements, mais tu ne peux pas te fier à ça. C'est trop d'ici, comme tu dis depuis tantôt. Puis oui, c'est sûr que Zegras, s'il performe cette année un peu comme Kaprizov a fait avec le Wild, mais là, ça peut complètement changer la donne. Il va-tu le faire? On ne le sait pas. Il y a beaucoup de monde déjà qui le voit comme le Calder cette année parce qu'il va être éligible au Calder cette année. Mais c'est beaucoup de pression pour un jeune avec une équipe très moyenne offensivement. Tu sais, comme tu dis, il y a une bonne défensive. Est-ce que Max Comtois va être capable de faire plus? Est-ce que Mason McTavish va être là cette année et il va être capable de rentrer dans l'alignement et être bon? Ryan Getzlaf vieillit, toujours un très bon capitaine, par exemple, toujours bon, mais ça vieillit. Donc, moi, dans ma tête, avec l'été qui s'est passé avec les Ducks, dans ma tête, c'est un 8-7 qui s'en vient. Donc, on veut probablement brasser la soupe un petit peu, faire monter, prendre l'expérience aux jeunes. Pour ça, un petit peu plus, ça, c'est laisser les vieux aller. Gibson va probablement faire bien encore dans les goals. Comme tu dis, il va être souvent très bon en arrière, mais on n'a pas vraiment personne d'autre là, pour épauler Gibson en arrière. Puis c'est pas avec les Silverberg, c'est pas avec les Enrique. Nick Delaurier, on l'aime tous. Tout le monde l'aime, mais c'est pas lui qui va te rembourser 40-35 points par année. Je pense que ça va être difficile cette année. Je les ai mis 7e, moi, avec comme toi, là, pour les mêmes raisons que tu es là. Donc, on pourrait passer immédiatement au 6e rang. Comme je viens de faire un monologue de 1 demi-heure, je vais te laisser y aller avec ton équipe numéro 6.
Pas de trouble. Écoute, moi, j'étais avec le Kraken en 6. Pourquoi? Parce que, comme je te disais tantôt, je pense que j'ai été un petit peu émerveillé parce que les Golden Knights sont faits il y a 5 ans. Puis moi, je pense que malgré tout, malgré que les choix qui ont été certainement bizarres à certaines équipes, ça reste que le noyau de l'équipe devrait être bon. Ils ont quand même été chercher des éléments avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'expérience. C'est Jordan Eberle, on l'oublie souvent, mais c'est un gars quand même qui se peut être capable de faire des points sur le tableau, avec un petit peu d'expérience aussi. Yannick Gourde, il va manger les bandes partout, puis il va pouvoir faire sa partie de points. Mais le gros hic, est-ce que Grubauer va être le même avec le Kraken qu'elle est l'Avalanche? Je ne crois pas. On est tous sûrs que ça ne arrivera pas. Mais s'il peut faire 80-75% de ce qu'il a fait avec l'Avalanche, ça va déjà être un beaucoup gros plus pour le Kraken. Puis rendu là, moi, je pense que Grubauer est meilleur que Gibson, est meilleur que les Sharks, les goalers des Sharks avec Reimer et Adin Hind, excuse-moi. Donc, moi, je le voyais comme ça. On a Giordano aussi, probablement, qui va probablement être nommé capitaine, ou en tout cas assistant capitaine, qui va avoir beaucoup d'expérience, l'ancien des Flames. Est-ce que la colle va durcir? On ne le sait pas. Mais je pense que j'ai été un petit peu émerveillé par la Golden Knights, malheureusement. Fait que moi, je les ai mis ici. Mais en même temps, tantôt, je disais que du côté du Kraken, là, c'est pas la même équipe que l'Avalanche. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, ils n'ont pas de mauvaise défensive non plus. Non. Fait que ça se peut très bien que Grubauer se débrouille très bien. La seule affaire, c'est que s'il connaît des soirées plus difficiles, il n'y aura pas l'attaque de l'Avalanche pour essayer de masquer tout ça. S'il accorde 2-3 mauvais buts, ben, ça risque de finir 3-0 ou 3-1 parce que tu n'auras pas de marqueur en avant de toi pour aller égaliser tout ça et que ça paraisse mieux là, sur la feuille de pointage. Moi, c'est plus ça ma crainte. Puis, tu sais, du côté du Kraken, je pense que les directeurs généraux se sont donné le mot cette année parce qu'avec Vegas, là, ils ont réussi à passer des bons deals. Chez Theodore, Alex Stock, pas mal sûr que du côté des Ducks, on le garderait chez Theodore, puis du côté du Wild, on le garderait Alex Stock. Mais c'est ça. Mais du côté du Kraken, on n'a pas réussi à aller chercher des éléments comme ça. Le seul deal qu'on a réussi à faire, c'est repasser Vanecek aux Capitals contre un choix de deuxième ronde parce que on avait besoin d'un choix de deuxième ronde visiblement du côté du Kraken. Mais bref, mais tu sais, ça se peut très bien aussi que la colle pogne comme ça a fait avec Vegas parce que tu sais, même si Vegas ont eu Alex Stock puis chez Theodore, ces joueurs-là, on n'a pas vu leur éclosion tout de suite en partant non plus. Là. Si on regarde l'alignement de départ du côté des Golden Knights à leur premier match, là, c'était pas chic non plus. Puis au fur et à mesure que l'équipe s'est améliorée, c'est sûr que ça va dépendre du début de saison du Kraken. Si ça fait comme Vegas, puis que finalement, on a une bonne saison, mais peut-être que Francis va être plus agressif comme McPhee l'a été à l'époque avec les Golden Knights. Exactement. Mais en même temps, on dirait que je ne vois pas ça venir cette année pour le Kraken. Je trouve que du côté de Vegas, il y avait quand même certains éléments qui étaient intéressants. En partant, on avait Marc-André Fleury dans les nets. C'est ça, exactement. C'est David Perron aussi, des joueurs qui étaient établis et qui avaient encore une bonne valeur. Puis quand je regarde l'alignement du Kraken présentement, oui, il y a Eberle, il y a Jaden Schwartz, il y a la défensive, mais l'attaque me laisse trop perplexe pour les mettre aussi haut que toi, tes amis. Mais en même temps, si la colle point, c'est possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sinon, numéro 6, moi, j'ai mis les Sharks. Puis, honnêtement, comme tu en as parlé tantôt, j'aurais pu les mettre 7e, 8e, puis j'aurais été très à l'aise avec ça également. C'est juste que moi, j'ai pris en considération les noms qui restaient encore. Les Burns, Carlson sont du bon rebondir, les Coutures, les Hurtle. Il faut. C'est pas des mauvais joueurs non plus. Devant le filet, je suis très perplexe, par exemple. C'est vrai que lorsqu'on regarde les gardiens de but des équipes que j'ai mis derrière eux, c'est sûrement ça qui va couler les Sharks, on s'entend. C'est pas vrai que Hill puis Reimer sont meilleurs que Gibson, puis même Grubauer à la limite. Là. Fait que, j'aurais très bien pu les mettre là, plus bas que ça. Mais en même temps, tu as Lavigne qui n'est pas si pire que ça. Bonino, c'est une bonne valeur là, en termes de profondeur. Il ne faut pas oublier non plus que le gros top 3 est encore là du côté des Sharks. C'est plus ce que c'était non plus, mais ils ne sont pas tous finis non plus. Vlasic est encore fiable. Burns, Carlson, c'est quand même encore des bons joueurs, même si ils ont connu des saisons plus décevantes là, dernièrement. Mario Ferraro, c'est un défenseur que j'aime bien aussi. C'est pas un défenseur qui est hyper flashy, mais il est efficace quand même là, du côté des Sharks. Donc, un petit gabarit, ça. Effectivement. Mais non, tout ça pour dire que je pense que je suis allé avec les noms qui étaient encore dans l'organisation, qui ont des valeurs plus élevées. À Anaheim, je trouve pas qu'il y a un joueur qui sort du lot en termes de valeur, à part Gibson au niveau devant le filet. Mais je trouve quand même que l'attaque des Sharks, c'est pas si pire que ça. La défensive, si ça se replace, je
pense qu'on est capable de faire quelque chose de potable, mais est-ce que c'est une équipe qui va participer aux séries? C'est absolument pas. Puis comme tu as mentionné, Evander Kane, quel impact que ça C'est va avoir tellement sur l'équipe? dommage. Juste sa présence, c'est néfaste là, pour l'équipe. Fait que, Un joueur avec autant de talent avec une tête aussi non, c'est ça. Puis, tu débile. sais, il y a Timo Meier aussi qui est un très bon jeune Ouais, joueur. Donc, non, je suis quand même confiant que les Sharks vont connaître une saison correcte, mais non, ce ne sera pas une équipe de série, ça, c'est sûr. bien d'accord. Sinon, si on passe maintenant au 5e rang, je vais te laisser y aller avec ta 5e équipe. Moi, j'ai été avec les Kings. J'ai été avec les Kings. Probablement qu'il y en a qui l'auraient mis plus haut avec les nouvelles additions, là, évidemment, Philippe Dano. Moi, en tant que tel. C'est ça, exact. Arvidsson, juste pour le plan offensif, on en parlait la semaine passée, qui n'était plus avec les Predators, donc il est rendu avec les Kings. Alexander Edler, pas un gros fan, mais oui, il est rendu là pareil, donc c'est de l'expérience de plus. Puis on a Brent Clark aussi qui est rentré. La seule personne qu'on a perdue, c'est Curtis McDermott. Donc, je les ai mis 5e parce que j'y étais fort pour les Canadiens, là, parce que dans le fond, j'ai 3 équipes canadiennes dans le top 4. Si vous comprenez rapidement. Mais c'est là que j'ai jonglé le plus, je te dirais, entre mon 3, 4, 5, là, c'est ça que j'ai jonglé le plus. Je les ai mis 5e à cause vraiment de Jacob Engram. Est-ce que le goaler cette année, est-ce que les goalers vont être capables de faire la job là-bas? Jonathan Cook est très vieillissant. Oui, la relève s'en vient, mais en même temps, j'ai vraiment une grosse bémol. Pour ce qui est de défensive, Edler s'en vient probablement dans le top 4. On va probablement finir le top 6 avec Mikey Anderson puis Matt Roy, ce qui n'est pas un mauvais top 6. Mais encore une fois, est-ce que Drew Doughty va être le Drew Doughty? Est-ce que Limata va être aussi bon que l'année passée ou l'autre d'avant? C'est dur à juger. Puis honnêtement, à l'attaque, ils ont été rajoutés vraiment des bons joueurs. Dano va probablement juste deuxième trio, ne sera pas sur le premier. Probablement finir à la troisième trio si on fait rentrer la recrue, j'ai perdu son nom. Là. Ben écoute, à LA, Villardi, c'est ça? Villardi? ouais, Velarde, écoute, Ouais, à LA, t'en as des recrues qui peuvent rentrer cette année. T'as c'est ça. Byfield, t'as Velarde, t'as Alex Turcotte, t'as Arthur Karliev. Là, t'en as une couple là, qui Fait que peuvent. t'as Byfield qui va rentrer probablement sur le deuxième trio. Donc, Ouais, je dirais peut-être plus j'ai. troisième pour starter, par exemple. Ouais, c'est ça pour te starter, mais il va probablement finir sur le deuxième. Puis moi, l'ajout que j'aime le plus, c'est Brandon Lemieux. Juste pour le côté robustesse, vitesse, quatrième trio. C'est un gars qui va brasser un petit peu la cage. Euh, mais encore une fois, les Kings, c'est pas une équipe que j'aime regarder jouer. C'est pas une équipe que j'adore. Dustin Brown est vraiment rendu, selon moi, plus vieux. Andy Capitol fait encore son point par match, qui est encore assez incroyable. Là. 50 points l'année passée en 47 matchs. Donc, ça reste très bon. Mais je n'étais pas sûr à 100% pour les mettre dans les séries, mais je pense qu'ils vont se battre là, avec mon 3 et mon 4 au match de l'année. Excellent. Moi, numéro 5, j'ai mis les Flames de Calgary. Cette équipe-là, on dirait qu'elle est à la croisée des chemins présentement. Les dernières années, ça a toujours été déception après déception. Peu importe les changements qu'on a fait, on a fait des changements devant le filet peut-être 4-5 fois en autant d'années. Ça n'a pas de sens. Puis pourtant, rien ne semble fonctionner. Sinon, j'ai aimé l'ajout de Nikita Zadorov. Par contre, ça va être Ouais. un ajout robuste là, à la ligne bleue là, des Flames. Mais sinon, si on regarde l'attaque, ça manque de profondeur. Là. On a Ketchuk, Gaudreau, Monahan, mais Monahan et Gaudreau ont quand même relativement déçu les dernières années. Là. Ça n'a pas été des performances impressionnantes. Il y a Ketchuk là, qui essaie de faire le mieux qu'il peut, mais en même temps, quand tu n'es pas entouré, c'est pas faire grand-chose. Tu as Lucic qui est là, que je me demande encore qu'est-ce qu'il fait là. Lindholm qui est pas mauvais. Maggiapani non plus. Dylan Dubé, c'est un joueur qui progresse vraiment. Ça, c'est une bonne chose. Mais par la suite, là, on avait un Sam Bennett qui était là, qui était en train de tout casser en Floride, puis on n'a jamais été capable de donner un rôle là, qui avait de l'allure du côté de Calgary. Ça, je pense que ça peut faire mal là, du côté des Flames. En défensive, je pense que la perte de Giordano va être majeure. Comme tu as dit tantôt, il va probablement être élu capitaine du côté du Kraken. Puis Giordano, c'était Monsieur Flames. Là. Quand tu penses aux Flames de Calgary, c'est le premier nom qui vient en tête, c'est Giordano. Puis là, tu penses à ce leadership-là. Sinon, tu as quand même des bons défenseurs pareils en Hanifin, Anderson, Tanev, Zadorov. Gottbranson qui a déçu à Ottawa, mais peut-être qu'il va être relancé du côté de Calgary. Il y a Valimaki, un jeune qui pousse, qui va prendre du galon. Mais on dirait que peu importe les arguments positifs que je peux sortir sur les Flames, on dirait que c'est dans l'équipe qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans les dernières années,
Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est il y a un problème dans le vestiaire? Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe, mais on dirait que dans les dernières années, Calgary, peu importe ce qu'ils font, ça vire tout le temps en boîte, puis on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Puis selon moi, ça, c'est la dernière saison cette année. Si les Flames ne réussissent pas à faire de quoi de concret cette année, je pense qu'il va y avoir un ménage qui va se faire à Calgary parce que d'accord avec toi. Ça fait des années là, qu'on pense qu'ils vont faire pas nécessairement un bon bouchement en série, mais qu'on pense que ça va être une bonne équipe. Puis finalement, là, ça mène à rien. Je suis d'accord. Puis écoute, moi, je les ai mis quatrième, fait que c'est la prochaine équipe, pas pour rien. Moi, je crois vraiment en l'avenue de Zadorov puis Coleman. Je pense qu'on oublie beaucoup Blake Coleman, gagnant la Coupe Stanley, mais je pense qu'il va apporter justement peut-être l'ajout qui manquait pour que justement le vestiaire soit plus aéré. Là. Parce que Gaudreau, l'année passée, 50 points, 49 points en 50 matchs. Fait son point par match encore. Tanev a fini plus 15. Ça reste que la défensive, pour moi, est améliorée avec un Zadorov. Puis Godbranson, mais c'est Godbranson. Si tu rajoutes un gars de 6 et 4, 2, 22, tu rajoutes un gars de 6 et 6, 2, 35, c'est du poids puis c'est de la mesure au pied carré, là, on s'entend tout de suite. Là. Fait que cette défensive-là va être pas mal plus grosse, plus difficile à jouer contre. On va faire plus mal dans les coins, plus mal devant le filet. Puis écoute, moi, c'est pour ça que je les ai mis quatrième à l'avance, mais je suis d'accord avec le reste. Là. Est-ce que Lucic va être bon cette année? Je pense qu'il n'y a plus d'affaires. Là. Est-ce que Brent Ritchie va vraiment arriver et apporter le leadership qu'il a besoin? Matthew Tkachuk est tout seul depuis 2 ans. Monahan ne fait pas mal, Gaudreau non plus, mais c'était un peu le problème qu'on pensait avec Gaudreau à la longue. Petit gabarit, les gens sont plus robustes dans l'Ouest. Est-ce que c'est négatif pour lui de jouer dans l'Ouest? Moi, je crois que ça ne l'aide pas. Les équipes sont plus grosses. En même temps, c'était à eux autres de step up. Mais la première phrase que j'ai marquée quand j'ai fait mon pedigree pour la journée, c'est les Flames seront sur la corde raide cette saison. Même affaire comme toi. Je pense que si cette année, ça passe pas, il y a un ménage qui va se faire dans la haute direction, puis on va recommencer à zéro. On va refaire des rachats de contrats, puis on va laisser aller les joueurs. Il y a quand même beaucoup de signatures à faire avant la fin de l'année. Ça va probablement être un ménage si on voit rendu à la date des transactions, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'après moi, ça va être un gros ménage là-bas. D'ailleurs, tu parles de contrats qui sont à renouveler. Justement, Gaudreau, ça va être sa dernière année cette année. Dans les contrats. Si les Flames vont pas, s'ils ne sont pas dans la course pour faire les séries, c'est un joueur qui pourrait quitter à la date limite des transactions. Je pense que les Flames pourraient chercher un bon prix pour un gars comme Gaudreau. Sinon, Tkachuk, il est joueur autonome mais avec restriction. Il y a Mangiapane qui est également joueur autonome avec restriction. Que lui, c'est un autre joueur là, qui prend de plus en plus de galons du côté des Flames. C'est pas un mauvais joueur du tout. Mais ensuite, tu as des. Bon, Zadorov, ça se termine à la fin de la saison. Godbranson aussi, Michael Stone aussi. Mais... Anafen, je ne sais pas si Anafen il finit cette année ou l'année prochaine, je ne me souviens pas. Mais il reste encore, cette année, inclusivement, il lui reste encore 3 ans. 3 ans, bon, dans tout ça, c'est encore un bon défenseur qui va rester pour une couple d'années. Mais tu sais, ça peut être aussi des joueurs qui vont être échangés également si on procède à un ménage. Là, comme les Preds qui ont fait avec Arvidsson, ils ont échangé Ellis aussi. C'est pas impossible que les Flames magasinent Monahan, magasinent un gars comme Anafen, ça ne tombe jamais. Si on va aller chercher des bons choix au repêchage ou des bons espoirs pour partir à zéro, parce que visiblement, là, quelque chose qui cloche avec cette organisation-là. J'espère pour eux que ça va se replacer cette année parce que c'est une équipe que j'aime voir jouer. Une équipe qui est quand même plaisante à voir aller, surtout dans les matchs contre les Oilers, jusqu'à l'intensité et tout ça. Mais ça fait longtemps qu'on veut voir du succès là, du côté des Flames, puis ça aboutit jamais. Donc, si cette année, ça ne fonctionne pas, ben c'est sûr qu'il va y avoir des changements à la fin de la saison. Il ne faut pas croire qu'on va garder encore ce noyau-là. Non, puis tu regardes cette équipe, je n'ai pas eu la chance de les voir plus souvent qu'autrement l'année passée, là, exceptionnellement avec la pandémie, mais oui, Giordano était Monsieur Flames, mais tu sais, quand tu le sens pas, là, moi, je pense que le départ de Giordano ne sera pas si mauvais que ça aux Flames. Je ne dis pas que ça va améliorer, ça rend les Flames meilleurs, ça rend les Flames moins bons, évidemment. Mais je pense que peut-être un renouveau avec un nouveau capitaine, peut-être plus de jeunesse dans l'équipe. Giordano avait son lot de choses à faire avec les Flames, mais je pense que là, comme tu dis, on était à la croisée des chemins, mais je pense que le départ de Giordano, moi, je le vois d'un œil peut-être un peu positif. Donc, je vais aller avec ma quatrième équipe. Moi, j'ai placé les Kings quatrième, donc on a juste flippé les Flames et les Kings selon notre classement. J'aime beaucoup ce que les Kings ont fait cet été. L'ajout de Philippe Danault, je pense que les Kings ont probablement le meilleur duo de joueurs de centre de la Ligue avec Kopitar et Danault, pour vrai. Là. Ouais. La raison pour laquelle je pense que ça va être bénéfique, l'ajout de Danault, c'est que justement, maintenant, les Kings vont avoir l'option de faire jouer la ligne à Danault contre les plus gros trios
Donc, ça pourrait libérer donner plus de liberté à un gars comme Kopitar. Puis là, c'est là qu'il pourrait exploser avec une grosse saison offensive parce qu'il n'y aura plus besoin de jouer contre les plus gros trios de l'autre équipe. Ça va être la job à Dano de faire ça. Sinon, la défensive n'est pas hyper spectaculaire, mais je pense que l'ajout d'Edler, ça va être un bon ajout du côté de la brigade défensive. Ce ne sera pas un joueur flashy, mais c'est un joueur qui peut jouer sur le penalty kill, peut bloquer des lancers. C'est un joueur qui est fiable défensivement, même s'il vieillit. Doughty, c'est un joueur, encore une fois, qui est parmi les meilleurs en défensive, là, parmi les défenseurs tout court. La grande question maintenant, est-ce qu'il va y avoir assez de profondeur en défensive? Ça, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'un Brent Clark peut commencer l'année à LA? Je pense que c'est un petit peu tôt dans son cas. C'est peut-être ce point d'interrogation-là. Mais sinon, devant le filet, je trouve que Carl Peterson peut faire la job du côté des Kings, surtout dans une division où, justement, les équipes ne sont pas hyper excellentes. Là, je pense qu'il peut quand même tirer son épingle du jeu. Puis dans l'Ouest, en général, non plus, c'est pas des... il n'y a pas tant de bonnes équipes que ça. Donc, je pense que les Kings peuvent s'en sortir de ce côté-là. Sinon, si on regarde aussi un gars comme Tobias Bjornfot, qui peut être un bon jeune joueur qui peut percer cette équipe-là. Michael Anderson, qui n'est pas mauvais non plus. Sean Walker non plus, c'est un défenseur qu'on ne parle pas beaucoup, mais il fait quand même le travail sans être flashy. Lorsqu'on regarde la brigade de défenseurs du côté des Kings, ce n'est pas des joueurs qui vont épater au niveau finesse sur la glace. Là. Ils ne feront pas des feintes entre les jambes, ils ne feront pas des canons à 115 millions de milles à l'heure. Mais c'est une brigade que, collectivement, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Puis, en l'attaque, l'ajout de Victor Arvidsson, début de plus pour cette équipe-là, ça ne fera pas de tort. Non. Ensuite, Athanasiou, que tu le connais quand même assez bien. Il a joué avec les Red Wings plusieurs années. C'est un bon joueur rapide. Un marchand de vitesse. Exactement. Puis c'est ça qu'on est en train de voir du côté des Kings. Il y a un changement puisqu'on a vu des équipes dans le passé du côté des Kings, des équipes lourdes, mais tellement lentes. Puis là, on est en train de s'ajuster puis justement aller bâtir une équipe plus rapide un peu. Il y a Kempa qui n'est pas mauvais non plus. Puis là, tantôt, on parlait des joueurs qui peuvent percer cette équipe-là. Est-ce qu'ils vont tous commencer la saison à LA? Sûrement pas. Mais tu as Byfield qui pourrait jouer dans la LNH. Tu as Turcotte qui pourrait faire un saut également. Tu as Kaliev qui pourrait jouer aussi. Il y a Vilardi qui peut progresser également. Donc, non, j'aime vraiment comment cette équipe-là prend forme là, du côté des Kings. Puis je pense que cette année, ils vont faire un retour en série. Puis il y a les équipes repêchées. Mais non, je pense que je les vois en série cette année. Là. Surtout avec les deux premiers trios, comme j'ai mentionné, les deux joueurs de centre two-way. Ça va être dur de jouer contre les Kings. Là. Surtout pour les éléments offensifs de l'autre côté. Là. Ça sera pas facile. Ça va être difficile. C'est juste que moi, j'avais peur avec... Il fait froid à Los Angeles. Là. Tu sais, si tu regardes les Drew Doughty l'année passée, moins 14, on avait moins 16, on avait moins 34, ça commence à faire fret. Là. Fait que, c'est... Pourtant, c'est à LA, pas censé te faire fret. C'est ça, exact. T'sais. Fait que oui, c'est sûr que là, 31 ans, c'est pas très vieux là, pour Drew Doughty, là, mais ça reste qu'il va falloir que ça se remplace défensivement. Mais la meilleure défensive est souvent l'attaque. Puis là, je pense que comme tu dis, là, c'était 4-5, c'est pas pour rien. Là. Mais c'est sûr qu'Arvidsson va aider, là, c'est sûr et certain à l'attaque. Sinon, toi, au numéro 4, tu avais mis Calgary, si je ne me trompe pas. Exact, mis les Flames. Donc, on serait rendu au numéro 3. Yes. Numéro 3, vas-y, vu que moi j'ai fait les Kings. OK, pas trop. Écoute, j'ai mis les Canucks. J'ai mis les Canucks en 3. Je pense que l'ajout de Oliver Ekman-Larsson va aider, malgré qu'il est quand même assez rendu vieux. Je ne dis pas qu'il a 83 ans, évidemment, là. Mais c'est plus une jeunesse, mais ça reste un des meilleurs défenseurs de la Ligue, selon moi. J'ai été beaucoup trop mal représenté avec les Coyotes au cours des 12 dernières années, là. On a racheté Connor Gallant, on a racheté Yaroslav Halak, qui est rendu à sa 6 ou 7e équipe. Puis on a Luke Schenn aussi comme un défenseur qui est rentré. Donc, on va chercher quand même 2 gros défenseurs. Luke Schenn, un gars qui peut faire son lot de travail aussi facilement. Et on va chercher aussi de Garland qui va venir solidifier un petit peu l'attaque là, de ce côté-là. Donc, je n'avais pas vraiment les transactions qui se sont faites là. J'aime bien comment ça s'est passé. Mais je ne les voyais pas deuxième là, parce que l'année passée, ils m'ont vraiment déçu. Est-ce que Peterson cette année va vraiment bien faire? On n'a aucune idée. C'est toujours une carte à surprise, on dirait. Pour moi, on n'a pas perdu grand-chose non plus au niveau de ce qu'on a perdu. On a perdu Nate Schmidt, c'est vraiment qui est une perte, une autre perte. Sinon, Edler, comme je t'ai dit tantôt, je ne suis pas un grand fan. Fait que pour moi, ça se transporte bien. Là, si on a cherché Oliver Ekman-Larsson plus Luke Schenn.
On a perdu Braden Olby, qui nous a dépanné l'année passée, avec Demko. Mais là, cette année, on va chercher Yaroslav Alak, qui, selon moi, est un meilleur deuxième, même qui peut prendre la place du numéro 1 une coupe de game si Demko va pas bien là, au niveau des gardiens. Puis on a perdu J.B. Eagle, qui est une bonne perte, mais il ne faut pas non plus virer fou avec ça. Donc, selon moi, on n'est pas trop perdant au change. On reste un peu comme l'année passée, mais il faut s'attendre plus à Vancouver. Là. Pour vrai, il faut s'attendre vraiment à plus des Canucks. Puis je pense que Alak va vraiment venir apporter une stabilité que je ne suis pas sûr que Obi pouvait faire l'année passée, malgré tout. Parce que, faut pas oublier, on a Besser, on a Miller, on a Hughes, on a Arvat, on a Peterson, on a Myers, on a quand même beaucoup de talent dans cette équipe-là. On a beaucoup de profondeur, moi, je trouve. Il faut juste que ça colle. Puis, écoute, moi, je pense qu'on est meilleur avec Tasher Demko puis Alak. Excellent. Moi, numéro 3, j'ai mis les Oilers d'Edmonton. Puis honnêtement, la seule raison pour laquelle je les ai mis là, c'est parce qu'ils ont Connor McDavid puis Leon Draisaitl. Parce que le reste, là, j'ai tout détesté de l'off-season des Oilers d'Edmonton, pour vrai. Avec le nombre de gardiens qu'il y avait sur le marché, on préfère re-signer Mike Smith puis garder Koskinen pour avoir encore une fois un des duos les plus douteux dans la LNH présentement. Ensuite, on échange nos jeunes défenseurs qu'on est en train de développer en Caleb Jones et Eden Bear pour aller chercher un gars qui, excuse-moi, mais s'il n'est pas fini, il n'est pas loin en Duncan Keith. Là, je pense que Keith et Merlin sont derrière lui. Cody Ceci, c'est un défenseur que, oui, on a vu une petite éclosion avec les Penguins de Pittsburgh, mais ça ne sera pas de même avec les Warriors d'Edmonton. Là, oublie ça. Et Zach Hyman, ça ne sera pas mauvais. Je pense qu'on manquait d'alliés du côté des Oilers. Oui, on a 2 bons joueurs de centre en Draisaitl et McDavid, mais pour les accompagner, il n'y avait pas tant grand-chose. Puis Hyman, il a prouvé qu'il pouvait jouer avec des joueurs de talent. Il a joué avec Matthews. Il a de la fougue aussi, hein? C'est un joueur qui veut. Fait que Exactement. Puis, tu sais, il a joué avec des bons joueurs comme Matthews à Toronto. Donc, il peut jouer sur les 2 premiers trios faciles. On a ajouté Warren Foegel, qui va être un autre attaquant qui va apporter un petit peu plus de profondeur. Mais sinon, pour le reste, là, j'ai détesté toute la saison morte des Oilers. Mais quand tu as 2 joueurs calibre super vedette comme ça en Draisaitl et McDavid, ce que les autres équipes qu'on a mentionné de 4 jusqu'à 8 présentement n'ont pas nécessairement. Là. Tu regardes, oui, LA ont Kopitar, oui, les Flames ont Monahan, Godreau, les Sharks ont peut-être Couture, Meyer. Seattle, ils n'en ont juste pas, puis Anaheim non plus, mais il n'y en a aucun dans ce que je t'ai nommé là qui sont dans la catégorie McDavid et Draisaitl. Donc, à cause de ça, ça va leur sauver le derrière pour faire les séries, puis encore une fois, en étant dans une division plus faible, ça va leur permettre de se faire une place dans le top 3, mais honnêtement, là, je ne mettrais pas les Oilers comme gagnants de la Coupe Stanley cette année, loin de là. S'ils jouaient là, dans la division métropolitaine, par exemple, c'est sûr qu'ils seraient. S'ils n'étaient pas dans la cave du classement, ça ne serait pas loin. Là. Avec ça? Non, écoute, il n'y a rien que j'aime de cette équipe-là. Puis ils ont un bon power play. C'est ça qui vont les sauver également, mais sinon. Il y a une bonne brigade défensive. C'est pas Tyson Barrie, Daniel Nurse, Clefbaum aussi. C'est sûr qu'on va racheter. Clefbaum, il va rater la saison encore une fois, je pense, par exemple. Ah oui, c'est vrai, blessé pour la saison. Je suis d'accord pour toi pour Duncan Keith, par exemple. J'ai vraiment adoré son passage avec les Hawks, là, évidemment, là, mais beaucoup trop cher à payer pour ce que Keith va t'apporter. Probablement, il va jouer sur le power play, puis il va probablement jouer un 5-6e défenseur de toute façon. Donc, ce ne sera pas un facteur super gros avec eux autres, mais c'est beaucoup trop cher à payer. Et comme tu dis, moi, son deuxième, pourquoi? Parce que l'attaque, juste l'attaque. Juste pour le niveau de l'attaque. On a parlé la semaine passée dans ta question, tu m'as demandé comment que McDavid peut faire de points. 120, 125, 130, 140, on ne le sait pas. Ces 2 joueurs-là se complètent tellement bien. L'avantage numérique est tellement puissant que je me dis que c'est des points faciles à aller chercher. Puis si on peut enfin avoir une éclosion du 2e trio, ça serait peut-être pas pire. Mais je pense qu'avec Hyman rendu dans cette équipe-là, va vraiment aider. Puis Fuego aussi va probablement aider. Mais on a perdu notre brigade défensive. C'est Kyle Job, Ethan Bear, Adam Larson. On reset à 0. Mais on est allé quand même chercher des pas pires joueurs, je trouve. Fait que ça va peut-être être mieux. Puis on a enfin sorti du contrat M. James Neal, qui ne fera plus affaire avec eux autres. Donc, c'est pour ça que c'est en 2e, à cause de McDavid et Draisaitl. Écoute, c'est exactement les mêmes raisons pour lesquelles j'ai mis ça dans le top 3. Parce que pour le reste, puis tu sais, il y a peut-être des jeunes joueurs qui peuvent pousser également. Là, on parle en défensive, il y a Evan Bouchard là, qui va probablement avoir un meilleur rôle cette année avec l'équipe. Philippe Broberg, est-ce qu'il va être capable de se tailler un poste? C'est un bon jeune défenseur là aussi. Il y a un moto, est-ce qu'il peut prendre une coche? Est-ce que Puri Harvey peut prendre une coche aussi?
ils n'ont pas des mauvais Ça fait joueurs. longtemps qu'on l'attend, Paul Harvey. Là. Mais là, il est venu l'année passée, mais ça fait longtemps qu'on Non, c'est l'attend. ça. Là. Il est temps qu'il pense. C'était quand même un top 5 là, au repêchage. Là, donc, Bon, oui. à date, il livre pas la marchandise à ce niveau-là. Manque de constance de son côté. Fait que, non, les Oilers sont chanceux d'avoir 2 joueurs de talent comme ça, mais ça va prendre plus, d'après moi, là, pour aller plus loin. Parce que, surtout devant le filet, je ne peux pas croire qu'on a encore un duo Koskinen et Smith. Ça, je ne la comprends pas. Il y avait tellement de gardiens, comme j'ai dit tantôt, sur le marché, puis on décide d'aller quand même dans cette avenue-là. Honnêtement, 2 géants en plus, hein? C'est 2 géants. 6-7, 6-5. Puis ça te dépasse l'année passée. Non, c'est ça. Puis, non, regardez, peut-être que du côté des Oilers cette année, si on voit qu'à la date limite des transactions, là, on est dans une course pour les séries, on peut peut-être aller chercher du renfort devant le filet. Puis, encore une fois, comme on a parlé la semaine passée, les Stars, ils vont peut-être avoir un gardien à offrir là, si Belchuk revient au jeu puis qu'il va y avoir une congestion à ce niveau-là. Peut-être regarder de ce côté-là, du côté des Oilers, mais bon, on va voir premièrement s'ils vont se rendre à ce niveau-là, s'ils vont être encore compétitifs rendus à la date limite des transactions. Je pense que oui, parce que je ne les vois pas en bas de 4 pour vrai. Là, je pense qu'ils vont quand même bien ça se plante cette année. Ouais. Mais ce qui peut les couler vraiment fort, ça va être les gardiens de but parce que à ce niveau-là, il n'y a aucune stabilité. Ben, il y a une stabilité, mais dans la médiocrité. La médiocrité. Exactement. Fait que... Le problème, c'est que si tu as un Draisaitl ou un McDavid qui manque 20-25 games cette année, ça va faire très mal. Là, très mal. Fait qu'il faut que ces 2 gars-là soient en forme pour 82 matchs. C'est pile ou face. Non, c'est ça. S'il y en a un des deux qui se blesse, là, on ferme les livres puis exact. On passe à la prochaine saison. Sinon, mon numéro 2, comme tu auras deviné, j'ai mis les Canucks à ce niveau-là parce que contrairement aux Oilers, j'ai vraiment aimé la saison morte là, des Canucks. Je pense qu'on a ajouté... Oui, il y a plusieurs personnes qui disent qu'Oliver Ekman-Larsson s'est rendu un défenseur overrated et que c'est plus le défenseur qui était. Mais il ne faut pas oublier qu'il était en Arizona. Là. En Arizona, il n'y a pas grand joueur qui ont shiné là dernièrement. Donc, je pense qu'un changement d'air, ça va lui faire du bien. Ensuite, Garland, c'est vraiment un bon jeune joueur qui, honnêtement, je ne comprends pas les Coyotes d'avoir abandonné rapidement dans son cas. Il avait connu une belle saison l'an dernier. Donc, ça ajoute de la profondeur à une attaque qui en a quand même déjà pas pire là, avec les Besser, Horvat, Miller, Garland, Pearson. Sinon, Brandon Sutter qui n'est pas si mauvais avec ça. Hoglander qui est excellent. Peterson, s'il peut finir par signer son contrat, ben, on va avoir encore une fois un bon joueur dans notre formation du côté des Canucks. Puis en défensive, encore une fois, j'aime la profondeur qu'il a également avec les Ekman-Larsson, Tyler Myers, Amonic. Sinon, il y a Luke Shen, là, comme tu as dit, qui s'est greffé à cette brigade de défenseurs-là comme 5-6, ça ne fera pas de mal. Il y a aussi Quinn Hughes, évidemment, si lui aussi peut signer son contrat. Je pense que du côté des Canucks, on commence à stresser un petit peu. De grande qualité qui manque à l'appel présentement. Et on attend toujours l'éclosion également de Oli Ulivi, qui est un défenseur top 10 qu'on n'a jamais vu le bout là, dans son cas. Est-ce que ça va être cette année? On va le souhaiter du côté des Canucks. Mais devant le filet, comme tu as mentionné également avec Demko et Alak, je pense que là, le message est clair. Le flambeau, c'est à Demko. C'est peut-être ça qui n'aidait pas non plus Demko l'an dernier, en sachant que Obi poussait derrière, qu'il était à 1 ou 2 mauvais départs de perdre son poste de gardien numéro 1 pour Obi. Là, au moins, c'est clair. C'est lui qui a le filet comme gardien numéro 1. Alak, c'est un très bon deuxième gardien de but. Il ne faut juste pas, par contre, que Demko se blesse à long terme parce que Alak a l'historique que lorsque faut qu'il remplace comme gardien numéro 1 à long terme, les performances sont de moins en moins bonnes. Mais à court terme, c'est un gardien qui peut faire le travail là, si Demko a besoin d'une soirée off là, ou un 2-en-2, il est capable là, de gauler comme du monde. Donc, non. Puis honnêtement, il y a un autre joueur aussi qu'on n'a pas parlé, mais qui va faire son saut en Amérique du Nord et peut-être que il va avoir un impact également. C'est Vasily Podkolzin, qui est un choix de première ronde aussi top 10. Si je ne me trompe pas, peut-être 11e. Je sais qu'il a été repêché proche du top 10. Il a signé son contrat cet été. Il pourrait facilement jouer dans le top 9, selon moi. C'est un gars qui a le style d'un joueur nord-américain. C'est un gars qui mange les bandes, qui est intense. On se questionne un peu sur sa touche offensive. Est-ce qu'il va être capable de mettre des points sur le tableau? Je pense que c'est un gars qui va peut-être faire 50-55 points là, sur une base régulière dans la LNH. Je ne pense pas que ça va être un joueur de 75-80 points, mais c'est un joueur qui amène une valeur ajoutée parce que quand il ne marque pas des buts, ben, il donne des mises en échec, il est agressif sur l'échec avant. C'est un joueur que lorsqu'il est sur la glace, il fait sentir sa présence, même s'il ne met pas nécessairement de points sur le tableau. Donc ça, c'est un plus-value pour l'attaque là, des Canucks. Donc non, j'aime vraiment cette équipe-là. Puis je pense qu'ils peuvent terminer là, au deuxième rang de la Pacifique. Oui, puis il devrait. L'année passée, on était extrêmement déçus des Canucks. On les avait classés déjà meilleurs, même dans la division Nord. Puis je pense que l'année passée, c'était peut-être
un petit crochet à une saison un peu bizarre, là, mais comme tu dis, là, tous les bons points que tu as apportés, là, Puis, tu sais, il ne faut pas je suis oublier sûrement que d'accord. oui, l'année passée, c'était un accident de parcours du côté des Canucks, mais l'année d'avant, il avait donné beaucoup de fil à retordre aux Golden Knights en Oh série. oui, oh Fait oui. que, puis, tu sais, l'équipe n'est pas si changée que ça de cette époque-là, entre guillemets, même si ça fait Non. juste 2 ans de ça. Fait que je pense quand même, je suis quand même confiant qu'ils vont rebondir, surtout avec les ajouts qu'ils ont fait en Ekman Larson puis Garland qui amène beaucoup de profondeur. Ouais. Fait que, non, je pense qu'ils vont terminer top 3, pas mal sûr. Maintenant, est-ce que ça va être 2 ou 3e? On verra. On verra. Mais si honnêtement, tu me donnes le choix entre les Canucks et les Oilers, je prends les Canucks, même s'ils n'ont pas de McDavid ou de Draisaitl. Je pense qu'ils ont une meilleure profondeur overall. Puis c'est ça qui va leur permettre de finir devant eux, selon moi. Ouais, puis tu sais, facilement, on peut penser aux deux gardiens, tu sais. Les Canucks ont quelque chose, les Oilers ont rien. Mais tu sais, on s'est fait tellement passer chapeau par Mark Strom pour les Flames l'année passée, qui n'a pas été super dominant avec les Flames. Donc, là, tu sais, est-ce que cette année, comme tu disais tantôt, est-ce qu'on va réussir avec les vétérans, Mike Smith, à avoir encore une bonne saison? Ça va être difficile, mais c'est sûr qu'en partant, si tu mets les deux gardiens sur un pied, là, c'est sûr qu'on est avec les Canucks. Numéro 1, on ne s'ostinera pas longtemps là-dessus. Je pense que les Golden Knights sont un petit peu seuls dans cette division-là, selon Pas moi. mal, pas mal. Puis s'ils ne terminent pas au premier rang, là, ça va être toute une surprise. Écoute, Déception totale. mais je vais te laisser y aller premièrement avec tes explications. Écoute, grosse perte à Marc-André Fleury, on le sait toujours. On a perdu Ryan Reeves, on a perdu Cody Glass, on a perdu Nick Holden. Puis on est allé chercher Brett Holden, on est allé chercher Evgeny Tononov, on est allé chercher Laurent Brossois, Ouais. puis Nolan Patrick. On a remplacé, selon moi, quand même assez bien. Est-ce que notre cher ami réseaux sociaux, Robin Lehner, euh, va connaître une excellente saison? Il y a la place devant lui. Là. Il y a vraiment le chemin devant lui. Il n'y a plus Marc-André Fleury dans les jambes. J'espère juste pour lui que les babines vont suivre les doigts des réseaux sociaux. Mais on a quand même un bon backup avec Laurent. Là. Je pense que ça aussi, c'est un bel ajout. Donc, on n'a pas le Marc-André Fleury gagnant du dernier trophée pour le meilleur gardien, mais on a quand même deux bons gardiens de but. Puis le reste, mais ça va être l'équipe à battre. Si on regarde toutes les équipes qui sont là, au niveau offensif, au niveau défensif, personne, je pense, qui peut rivaliser avec le Golden Knights. On a encore la même brigade défensive que l'année passée. Donc, ça va être probablement la même chose. Ça va être facile. Puis là, on va rajouter en plus l'attaque. Donc, on s'en va chercher un Howden, on s'en va chercher un Yann Marc, on va chercher un Dadonov qui devrait faire des buts. On va chercher un Nolan Patrick aussi, qui devrait faire des buts. Donc, c'est quand même une solide offensive là, devant, même si les gardiens sont un petit peu médiocres. Ou pas médiocres, mais moins flamboyants, mettons, avec Flower qui n'est plus là. Je pense que niveau talent offensif, ça va être encore beaucoup de buts marqués. Dans le cas de Nolan Patrick, par contre, j'ai hâte de voir comment il va rebondir. Il a eu des problèmes de Oh oui. santé là, assez Ouais. importants. Donc, là, c'est un peu sa saison pour essayer de revirer sa carrière J'y de bord. souhaite. Oui, il est juste 22 ans, mais déjà de grosses inquiétudes à ce niveau-là. Et le seul point d'interrogation que j'ai du côté des Golden Knights, c'est qu'on n'a pas encore un joueur de centre digne d'un joueur de centre de premier trio. Tu sais, on a Carlson, mais tu sais qu'on a un gars comme Chandler Stevenson qui a joué top 6. C'est rien contre le gars. Mais on n'a pas de joueur de centre d'élite du côté des Golden Knights. Dans la saison régulière, ça ne va pas leur faire trop mal, mais je pense que c'est Non, plus en en série. série. Ouais. On l'a vu contre le Canadien, là, qu'on manquait de punch. Là, vraiment, c'est sûr qu'il faut donner le crédit aux Canadiens qui ont bien joué défensivement. Mais n'empêche que ça va leur prendre un joueur de centre de premier plan là, s'ils veulent passer au prochain niveau. Mais sinon, pour Ouais. le reste, d'accord avec toi, on a encore les Stones, les Pacioretty, les Marchessault, les Smith. Là, on ajoute à ça des Danonov que oui, il n'a pas très bien fait avec les sénateurs, mais il n'y a pas grand monde Les qui a bien sénateurs. fait avec les sénateurs dernièrement, à part les jeunes là, qui commencent à pousser. Mais Ouais. sinon, le reste, là, c'était quand même tranquille. Mais on l'a jumelé avec Barkov 2-3 ans, puis ça avait super bien été dans son cas. Sinon, Nicolas Roy, William Carrier, c'est des bons joueurs bottom six. On oublie aussi Alex Stock, que je pense qu'il est blessé présentement, d'où la raison pour laquelle je ne le vois pas. Mais lorsqu'il va revenir au jeu, c'est un autre joueur qui va amener de la robustesse, mais aussi un point offensif là, intéressant au niveau de l'attaque. En défensive, on a encore les Pietrangelo, les Shea Theodore, les Alec Martinez comme top 3. On ajoute à ça des joueurs qui étaient déjà là en McNabb, Hag et White Cloud qui ne sont pas mauvais. Ce pas des défenseurs dignes de Norris non plus, mais ça complète bien une brigade de défenseurs. Fait que non, honnêtement, du côté de Vegas, il va juste leur manquer un joueur de centre de premier plan pour passer au prochain niveau, mais en saison régulière, il devrait passer sur le corps de plusieurs équipes dans l'Ouest facilement. Ouais.
Fait que non, je pense pas Je pense qu'on y était avec la relève peut-être plus. T'sais, Nicolas Roy, je pense qu'on s'entendait peut-être un petit peu plus de lui, mais il va probablement pivoter encore le quatrième trio. Chandler Stevenson devrait jouer sur le troisième. Mais comme tu dis, moi je pense qu'il manque un deuxième ou un joueur de premier centre. Par contre, on a du monde qui pousse. Là. Je pense à un Ben Jones, est-ce qu'il va vraiment venir faire un impact? Est-ce qu'il va se tailler une place? Peyton Kretz, même chose. C'est des gars qui ont fait beaucoup de points avec les Ice Dogs au niveau de Ben Jones. Donc, est-ce que c'est un gars qui va pouvoir sortir du lot peut-être pour le. Quand tu as des très très bons alliés, tu peux te permettre d'avoir un joueur de centre plus recru ou un petit peu moins dominant parce que tes alliés sont très puissants. On a quand même Marchessault aussi au centre, il ne faut pas l'oublier. Là. Donc, je pense qu'il est plus utilisé à l'aile, par contre. Oui, mais ça reste un joueur de centre naturel. Là, quand il jouait dans la Ligue majeure du Québec, c'est un joueur de centre naturel. Donc, c'est un gars que tu peux quand même mettre sur ton deuxième centre si tu vois que tu as un petit peu de difficulté. Fait que ta ligne de centre est faible. Oui, tu as besoin d'un joueur de premier plan si tu veux vraiment te rendre à la Coupe Stanley. Par contre, si on veut juste faire les séries, ce sera le plus possible, puis vraiment graduer les jeunes, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour les jeunes, puis il y a de la place pour ces jeunes-là, justement, de faire leur sport cette année. J'ai juste pas compris, par contre, pourquoi on n'a pas donné une chance à un gars comme Cody Glass qui était dans leur organisation depuis un bout, puis qu'on a jamais. On s'en est débarrassé aussi tôt que ça. Clairement, on n'a pas été satisfait de la progression qu'il a donnée dans les dernières années, mais en même temps, est-ce qu'il y a eu vraiment une vraie chance de jouer avec pas vraiment. Il y a le cap salarial ça, aussi. Là. Le cap salarial, il ne faut pas oublier. Là, les Golden Knights sont dans le tapis depuis 2-3 ans. Puis là, mais on a eu une surprise cette année. Là, ils vont rajouter peut-être 1 million de salaire à masse salariale, mais ils ne savaient pas l'année passée. Je pense qu'un gars comme Cody Glass, c'est peut-être une des raisons pourquoi on l'a laissé aller. Puis comme tu disais un peu tantôt, que du monde qui pousse aussi avec eux autres, ils ont eu des bons choix de repêchage dans les 2-3 premières années. Puis là, on commence à éclore ces œufs-là. Là. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, bon, évidemment, moi aussi, j'ai mis les Golden Knights premiers, donc on ne s'ostinera pas là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que tu voulais faire par rapport à cette division-là? On a fait pas mal le tour, mais est-ce qu'on a oublié peut-être des petits trucs? Tout, là, je pense que, comme tu disais tantôt, c'est probablement une division qui va avoir deux. Tout ce qui est l'Ouest va être difficile à rentrer dans les séries. Pour vrai, là, j'ai de la misère à voir qui va avoir 4 équipes, 5 équipes, l'autre 3 ou 2. Ça va être des divisions bizarres là, avec la centrale et la Pacifique, mais je pense que cette année, le Kraken va peut-être réveiller un petit peu notre œil pour pouvoir écouter cette division-là que moi, je n'écoute jamais ou presque. À part les Oilers qui sont tard à 22 h le soir. Parce que c'est quand même 3 équipes canadiennes. Là, fait que c'est peut-être une division qu'on va peut-être regarder un peu plus, mais ça va être une bizarre de choses. Malgré qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont entrer dans les alignements. Ça va être là qu'on va peut-être voir un Calder passer. Écoute, on va passer au segment sur réception. C'est le moment que tu me poses de tes questions. Évidemment, tu peux répondre à tes propres questions aussi, mais je vais y aller en premier, là, vu que c'est toi qui vas hoster cette séance sur réception. Donc, vas-y, je t'écoute. Yes, on n'a pas été, j'ai pas été super. Je pense que les questions vont s'alourdir au fur et à mesure qu'on va passer dans les semaines. J'ai 4 questions. La première, tu me connais, là, donc je suis un gars qui aime la robustesse, je suis un gars qui aime les joueurs robustes. On parle souvent de Ryan Reeves, Delaurier, on parle aussi j'ai oublié son nom, le gars pour les Capitals. Là. Tom Wilson. Comment oublier Tom Wilson? Tom Wilson. Donc, tu connais vraiment mon opinion là-dessus, mais est-ce que les joueurs comme Ryan Reeves, Wilson, Delaurier ont encore leur place dans un roster de 12 personnes? Écoute, moi, je pense que le genre de... Comment je pourrais dire ça? Je pense que oui, mais il faut que le joueur soit capable de jouer au hockey. Tu ne peux pas avoir juste un joueur qui est là uniquement pour jeter les gants. Tu sais, mettons, un Georges Larac, selon moi, ou un Donald Brashear aurait pu sa place aujourd'hui. Mais tu sais, un gars comme un Tom Wilson, moi, honnêtement, c'est un genre de joueur-là, je le prends n'importe quand dans mon équipe, sauf quand il fait des niaiseries comme qu'il fait trop souvent, malheureusement. Mais tu sais, un joueur qui est là... Tu sais, Ryan Reeves, là, oui, c'est un joueur qui est capable de dropper les gants, mais tu sais, il te fera pas mal sur une 4e ligne parce qu'il est capable de distribuer des mises en échec, il est capable de patiner. Tu sais, si tu es capable de jouer au hockey, oui, tu as encore ta place dans la LNH. Même chose pour Delaurier. Tu sais, on le levait à Montréal, là, il marquait quand même des buts, pas sur une base régulière, mais tu es capable d'aller chercher une production inespérée sur un 4e trio. Donc, oui, ils ont encore leur place, mais des joueurs uniquement bagarreurs, ça, je pense qu'on est maintenant rendu à un autre niveau de ce côté-là. Je pense pas qu'on ait besoin ce genre de joueur-là. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, j'ai eu ce combat-là depuis les 10 dernières années. Là. Si tu suis un peu mes réseaux sociaux, le monde le savent. Là. Je suis un gars qui aime la bagarre, mais je suis un gars qui aime les joueurs robustes, qui aime, dans les bons moments,
dropper les gants puis faire un peu la loi sur la glace. Là. J'étais jeune, puis mon héros, c'était Bob Probert, c'était extraordinaire. Ça en dit long. Ça en dit long. Mais dans le fond, moi, je pense que comme toi, ces gens-là ont encore une place dans le hockey. Par contre, comme tu dis, c'est important d'avoir un apport aussi, soit offensif ou défensif, soit être bon sur les mises au jeu. Je pense que c'est le genre de joueur qui permet que le hockey n'est pas encore un sport sale. Donc, je suis un peu dans cette partie du monde qui pense que tu as besoin d'un gars qui est capable de dropper les gants et de faire respecter la loi des plus jeunes ou des plus petits. Juste pour une question de blessure. Je sais qu'on parle toujours, ouais, ça n'a pas rapport, pourquoi il blesserait les autres s'il n'y a pas de goût, mais le hockey, ça reste que c'est rapide. Tu joues avec des patins, tu as un bâton qui est quasiment une arme. Fait que moi, je pense que c'est bon d'avoir des personnes pour respecter ces affaires-là. Mais en même temps, je pense que, bon, là, il y a deux volets que je veux aborder. Le premier, juste une petite parenthèse, c'est sûr que moi, si tu me donnes le choix entre voir une bagarre ou voir une bonne mise en échec bien appliquée, j'aime mieux les mises en échec bien appliquées. Parce que, là, quand je dis bien appliqué, je parle évidemment pas de plaquage par derrière, pas de plaquage blindside, pas de mise en échec que la tête est le premier point de contact. Une bonne mise en échec bien appliquée. Ouais. Comme exemple, on a vu Romanov faire avec Pietrangelo en série. Ouais. Une bonne mise en échec comme ça, parce que les dommages sont moins importants quand, évidemment, c'est pas le point de contact en premier, c'est la tête. Alors qu'une bagarre, on ne sait jamais comment ça peut virer. À chaque fois qu'on voit... Puis, tu sais, je vais faire un parallèle avec la boxe. Tu sais, la boxeuse qui est décédée récemment. Ouais. À chaque fois que ça arrive, on se dit, ben là, la boxe, est-ce que c'est encore sa place? Puis ci, puis ça. Puis les bagarres, c'est la même chose au hockey. Quand on voit un gars se faire knocker out cold comme ça, ou que le joueur, en tombant, se pète la tête sur la glace puis qu'il tombe inconscient, ben là, on relance encore le débat. Est-ce que c'est encore sa place? Puis tout ça. Mais tu sais, ça fait son temps pendant 3-4 jours. Puis après ça, on oublie et on est prêt à passer à la prochaine bagarre puis à être debout et à crier comme des sans-dessins. Tu sais, c'est ça que je trouve un peu... C'est pour ça que j'aime mieux voir une bonne mise en échec bien appliquée parce que le 3/4 du temps, il n'y a pas de répercussions majeures. Ouais. C'est sûr qu'il y en a des fois que ça vire mal puis qu'il y a des blessures qui ouais, sont engendrées. Mais sinon, la deuxième volet que je voulais appliquer, dont je ne me souviens plus, fait que je vais te laisser y aller avec la prochaine question. Si ça me pop en tête, je vais revenir là-dessus. C'est bon. Donc, deuxième question que j'avais pour toi. On parlait tantôt des jeunes joueurs qui ne sont pas encore signés, qui sont RFA. Il y en a quand même pas mal, puis surtout des vedettes. Moi, j'ai le Kaprizov qui m'interpelle énormément. 1 an, un Calder, 8,5 millions. Ça demande. Puis même, je pense que c'est en haut de ça. Non, je pense que je parlais même de 9. 9. D'après toi, est-ce que Kaprizov mérite un salaire d'une superstar après juste 1 an puis un Calder? Ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, du côté de Kaprizov, c'est qu'il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 21 ans. Il est rendu à 24-25 ans facile. Là, je n'ai pas son âge devant moi, mais c'est un joueur qui a beaucoup de vécu dans la KHL. Donc, on pense que c'est une recrue, mais c'est quand même un vétéran dans le hockey professionnel. Fait que c'est sûr que lui, il veut son gros contrat tout de suite pour clairer ça puis savoir où il s'en va pour les prochaines années. Il y a 24 ans, puis il y a beaucoup de joueurs de 24 ans qui ont signé leur gros contrat. Là, puis même moins que ça, on regarde des gars comme Makar qui n'a même pas 22-23 ans, il a déjà son gros contrat. Sinon, il y en a. C'est lequel aussi qui a signé son gros contrat que je ne me souviens plus. Mais tu sais, comme McDavid. Nurse, ouais. Nurse, c'est un petit peu plus vieux, mais tu sais, McDavid, il a son gros contrat aussi. Donc, je le comprends dans un sens. Puis honnêtement, je trouve que Kaprizov a quand même le plus gros bout du bâton dans le sens qu'il a viré cette organisation-là de bord. Parce que pas plus tard qu'il y a 2 ans, cette équipe-là était archi plate à voir aller. Puis là, tu as un gars électrisant comme Kaprizov qui arrive, puis tout à coup, le Wild est rendu une équipe quand même, je dirais pas ultra excitante à regarder, mais tu sais, c'est plus regardable qu'elle l'a été il y a 2 ans. Fait que je le comprends, ses demandes, mais être le Wild, je trouve que c'est un gamble quand même pas pire parce qu'il y a eu juste une grosse saison dans la LNH. Est-ce qu'il va être capable de répéter ça pendant 7-8 ans? C'est là que la question que je me pose à ce niveau-là. Je pense qu'il est capable de le faire, mais autant que je comprends Kaprizov de demander autant parce que il est quand même âgé de 24 ans, il y a des joueurs alentour de lui qui ont signé des gros contrats alors qu'il était plus jeune que ça. Donc, je comprends qu'il demande ce gros contrat-là, mais être Bill Guérin, je comprends aussi d'être réticent à lui donner ce genre de contrat-là parce que, oui, c'est beau de te donner une grosse saison, mais là, à ce temps que les équipes te connaissent, est-ce que tu vas être capable d'innover encore dans les prochaines années pour être toujours efficace? C'est là la question se pose. Donc, je comprends pourquoi que cette signature-là n'a pas encore été faite parce que je pense autant qu'on est réticent du côté du Wild, autant que trouver le Kaprizov, on ne veut pas démordre de notre montant et de la durée de contrat.
Fait que, non, c'est un dossier qui va être intéressant à suivre parce que le Wild a vraiment besoin de Kaprizov. Puis Kaprizov, ben lui, si ça ne tente pas, il peut aller dans KHL n'importe quand. Donc, il y a le plus gros bout du bâton là-dedans, dans cette histoire-là. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, être au pied, je serais à la même place de Bill Guérin, tu te poses des questions. Premièrement, pour moi, puis c'est malheureux qu'on dise ça, mais l'étiquette russe, en partant, on ne sait jamais ce qui va se passer avec eux autres. C'est une étiquette, premièrement, qui est souvent pas très bonne. Une année, grosse année. Je suis pas prêt à dire qu'il a ressuscité le Wild, parce que je pense que le Wild, en tant que tel, on a fait le ménage il y a 2 ans, puis l'année passée. Mais tu as de l'avenir, tu as du talent, tu as 24 ans, prends donc un contrat pont. Tu sais, 2 ans, 5 millions, 5,5 millions chaque année. Je pense que Bill Guérin serait plus à l'aise. Puis là, mais si tu brûles la Ligue dans 2 ans, signe ton gros contrat si tu veux. Signe un 10 ans, 90 millions. Moi, je pense que les joueurs devraient penser comme ça. Je trouve que trop jeune, on donne trop d'argent, puis on est pogné avec ces joueurs-là à long terme. Non seulement, mais il y a le volet pression qui vient avec aussi. Ah, c'est épouvantable. Tu signes ton gros contrat, puis on juste aller regarder du côté de Montréal maintenant, Caroline avec Kotkaniemi. C'est bien beau, tu as signé ton contrat de 6,1 millions, tu es bien content. Mais si tu fais 20 points la saison prochaine. On va pas se signer après, là. Non, c'est ça. Puis bien beau que la Caroline, c'est pas les médias montréalais, ils vont quand même ficher à paix avec ça. Mais n'empêche que tu n'auras plus le gros bout du bâton dans les négociations, loin de là. Tu vas passer de 6,1 à peut-être 3,4, 4,4, on ne le sait pas. Là. Mais c'est ça, tu as le volet pression aussi qui vient avec ça. Je pense que Kaprizov peut dealer avec ça, par contre. Là. Mais, il est un peu seul avec le Wild, c'est plus facile de ce côté-là. C'est un peu comme la Caroline. Non, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que trop jeune, on donne trop d'argent, puis souvent, les joueurs s'épanouissent peut-être pas comme qu'il fallait. Je comprends qu'il a 24 ans, mais je trouve quand même la commande assez difficile pour le Bill Guérin. Puis encore une fois, aujourd'hui, en parlait Bill Guérin, ça va pas super bien les négociations. C'est sûr que non, parce que comme tu dis, après ça, va probablement le gros bout du bâton. Au bout de la ligne, le DG ne veut pas signer un contrat de débile léger parce qu'il va être pogné avec si ça ne marche pas. Encore une fois. C'est ça. Puis en plus, il ne faut pas oublier l'aspect du flat cap là, dans les prochaines années. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Puis là, du côté du Wild, il y a des joueurs qui vont s'en venir éventuellement. On parle des Matthew Boldy, on parle des Marco Rossi éventuellement. Ils vont avoir besoin d'un contrat. Oui, c'est peut-être dans 3 ans, tout ça, mais si tu signes un contrat de 7 ans, puis que, mettons, si tu signes un contrat de 7-8 ans, ben lorsque ça va être le temps de signer leur contrat à Rossi puis Boldy, il va te rester encore 4-5 ans à 9 millions de ton Kaprizov. Il faut que ça rentre aussi dans les finances là, de l'équipe à moyen-long terme. Donc, c'est un dossier assez épineux là, du côté du Minnesota. Puis le temps commence à presser. Autant qu'à Vancouver, aussi, on est encore pogné avec Hughes et Peterson qui n'ont pas leur contrat non plus. Ottawa, ça n'a pas l'air d'aller trop bien non plus avec Ketchuk puis les Sens pour signer leur contrat. On a un contrat de 8 millions pour Ketchuk, tu sais. Non, c'est ça. C'est lourd, là. C'est lourd. Puis du côté d'Ottawa, est-ce qu'ils vont avoir comme problème? Je sais qu'on fait une longue parenthèse, mais du côté d'Ottawa, rapidement, tu sais, quand tu vas voir Studio, on a signé Josh Norris qui connaît une bonne première saison aussi. Là, tu as Shane Pinto qui s'en vient. Chabot, son gros contrat est déjà signé, mais il apparaît quand même sur la masse. Là, tu as Ketchuk à signer aussi. À un moment donné, Ottawa va manquer d'argent puis ils vont devoir se débarrasser d'un bon jeune joueur. Là. Ouais, puis ils sont pas coutumes de payer. Non, en plus. Melnick n'a pas son genre. Puis là, c'est rien. Tu as Sanderson qui s'en vient aussi éventuellement. Fait que non, c'est. Ça sera pas évident. Non, vraiment pas. All right, troisième question. Donc, probablement plus facile que les autres. Puis j'en parle là, j'en parlerai pas, mais qu'on parle des autres. Mais combien de points le Canadien, selon toi, ira chercher cette saison? Ouh. Bon, là, je te prends pour dépourvu un peu. On va y aller en tranche. Entre 70 et 80, entre 80 et 90, 90 à 100 ou 100 et plus? Sûrement pas 100 et plus. Entre 90 et 100 non plus. Moi, je pense que ça va être entre 80 et 90, plus fin 80, mettons 88, 89, 90, que, mettons, 80, 81, 82, on s'entend. Là, je pense que le Canadien va avoir une bonne saison cette année, mais comme je ne veux pas trop en parler parce qu'on va faire on va en parler plus tard. Les prédictions pour l'Atlantique, mais je trouve que il y a quand même au moins 3, peut-être même 4 équipes que je suis prêt à placer en avant du Canadien dans l'Atlantique. Et sans compter les équipes dans la métropolitaine qui sont extrêmement fortes. Donc, même les wildcards, ça va être difficile pour eux. Fait que non, je vais y aller avec un 80, mettons 89, peut-être 90 points là, qui vont terminer pour cette année. C'est bon. J'avais placé dans ce coin-là, moi, avec 85-86 selon moi, parce que je pense que
La cote, moi, pour les playoffs va se faire à 80, 91, peut-être 90. Ça va être difficile, comme tu dis, les deux divisions sont super fortes avec des grosses équipes. On était pas mal dans la même place. Et la dernière question, tu connais plus les recrues que moi dans la Ligue nationale, fait que je suis sûr que j'allais te poser. Selon toi, qui va remporter le Calder cette année? Écoute, ça va jouer entre deux joueurs selon moi. Ça va être Caulfield ou Zegras. Je pense que Caulfield a la situation la plus avantageuse, mais en même temps, dans le sens qu'il va jouer avec des meilleurs joueurs que Zegras. Par contre, il y a le volet pression à Montréal. Est-ce qu'il est sur 82 matchs, il va être capable de bien performer? Mais tu sais, Caulfield a le potentiel de jouer sur le premier trio avec Suzuki, qui est Ouais. le joueur de centre numéro 1 puis qui est en train de déclarer là, sur un moyen temps du côté de Suzuki. Ça n'a pas de sens, là. Même, je ne pense pas que le Canadien pensait qu'elle allait être aussi bon que ça. Donc, Golden Knights non plus. Ouais, les Golden Knights non plus, effectivement. Puis sinon, tu as Toffoli qui va être à gauche de ce trio-là, ou peut-être même Drouin. Alors que Zegras, oui, peut peut-être jouer au centre du premier trio du côté d'Anaheim, mais tu vas voir qui sur tes ailes. Tu as Comtois peut-être, mais c'est un Silverberg, Rackle, c'est pas des candidats très, très intéressants. Et un autre qu'on peut oublier aussi rapidement parce que normalement, on nomme pas beaucoup des gardiens de but, mais Spencer Knight du côté de la Floride, je ne serais pas surpris qu'il déloge Bobrovsky et qu'il prenne le rôle de gardien numéro 1. Puis si c'est le cas, avec l'équipe que Floride a présentement, ben Spencer Knight va aller chercher pas mal de victoires. Et je ne serais pas surpris qu'il soit dans les finalistes non plus pour le Calder. Mais selon moi, ça va jouer entre Zegras et Caulfield. Un petit faible pour Caulfield, j'aimerais ça qu'il le remporte. Le premier depuis Ken Dryden à Montréal. Mais tu sais, souvent, les joueurs qu'on dit qu'ils sont les plus avantagés puis que les joueurs qui ont plus de chances de gagner le Calder, c'est jamais eux autres qui le remportent. Fait que finalement, l'an passé, on pensait que ça allait être Lafrenière ou Kaprizov, je l'avais callé, par exemple. La chose sans vouloir me vanter, là, je l'avais pas mal vu dans ma soupe là, pour le Calder, mais sinon, les autres années d'avant, il y en a tout le temps un qui sort de l'ombre. Finalement, c'est lui qui le remporte. Fait que juste pour ça, je dirais que ce ne sera pas Caulfield. Fait que comme ça, la psychologie inversée, c'est lui qui va le remporter par la suite. Ouais, il fallait passer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'avait collé pour Kaprizov. Là, on savait tous que ce serait difficile pour Lafrenière, malgré qu'on espérait tout, je pense, au Québec sur Lafrenière. Là. Mais je suis un peu dans la même vague que toi. Puis Spencer Knight, je ne l'avais pas oublié. Moi, je l'avais mis en troisième aussi. Il pourrait facilement déloger s'il y a une bonne saison avec la Floride, puis il tombe premier à la place de Bobrovsky. Ça pourrait être un super bon candidat aussi. Après ça, méchant dossier que les Panthers vont avoir à gérer. Tu as un gardien de 10 millions qui n'est plus dans tes plans, que personne ne veut parce qu'évidemment, il n'y a personne qui a de la place sur la masse salariale. Non. Fait que non, ça va être un drôle de tu vois, c'est ce que le Canadien s'est sauvé avec les dernières années. Tu sais, on n'a jamais eu ce problème-là à Montréal, puis on diverge, on ouvre une parenthèse. Là. C'était le même dossier quand Bobrovsky a signé son contrat avec les Flames, puis on se disait les Panthers. Excuse-moi, les Panthers. Puis les Flames en auraient besoin peut-être. Ouais, c'est ça. Excuse, c'est un beau lapsus. Donc, avec les Panthers, puis on se disait, gros contrat, ça va être difficile. Et là, ils sont pognés avec, là, parce que, tu sais, ça pousse en dessous, puis il fait pas la job. Au moins, quand ton gardien fait quand même la job, comme Price fait à Montréal, ça fait moins mal un peu. Ça fait mal au paycheck, mais au moins, les fans seront moins chialeux. Je pense que. Non seulement, en plus, Floride, ça chiale. Non seulement aussi du côté des Panthers, si je me trompe pas, ça se peut que, là, je parle vraiment là, de mémoire, mais je pense qu'ils ont repêché Spencer Knight puis ils ont signé Bobrovsky dans la même saison morte. Ouais, on dirait que le problème, on le voyait venir. Peut-être pas aussi rapidement que ça. Par contre, je pense qu'on avait peut-être pensé du côté des Panthers de faire jouer Knight plus longtemps dans la Ligue américaine puis laisser le temps de se développer. Mais là, voyant que Bobrovsky, ça fonctionnait zéro pin barre, on dirait qu'ils ont comme été rushés à le monter tout de suite dans la LNH. Puis là, le gars, il fait bien. Fait que ça va se ramasser avec un dossier assez épineux du côté des Panthers parce que là, tu as un jeune gardien qui coûte 925 000 qui fait mieux que ton gardien à 10 millions. C'est pas vraiment un beau look là, pour les Panthers à ce niveau-là. Tu vois, Bobrovsky a été échangé en 2019-2020. Spencer Knight a été repêché en 2019. Non, c'est ça. 13e au total. Avant même que le repêchage arrive, il y avait des rumeurs comme quoi que les Panthers voulaient signer Bobrovsky. Là, c'était avec leur grosse cible sur le marché des joueurs autonomes. Puis, quelques jours plus tard, ou quelques jours avant plutôt, ils repêchent Spencer Knight. Fait qu'on dirait qu'ils sont comme créés leurs problèmes eux-mêmes. Mais encore là, c'est comme j'ai mentionné, ils n'avaient peut-être pas pensé que Knight allait être prêt aussi rapidement et que Bobrovsky allait faire d'ampel non plus en même temps. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu une mauvaise saison. Il n'y a peut-être pas eu les effets escomptés, par exemple. C'est ça le problème. Ben, c'est parce que c'est l'inconstance, surtout de Bobrovsky.
C'est autant qu'il y a un. Tu sais, du côté de Columbus, il y avait une bonne défensive devant lui, fait que le 3/4 du temps, il était quand même bien. Il était en mesure de bien briller. Mais lorsqu'il est moins bien appuyé du côté de sa défensive, comme c'était le cas en Floride, là, ça s'améliore de plus en plus du côté des Panthers, par contre. Ouais. Mais tu sais, autant qu'il y a un match, j'ai regardé quelques matchs des Panthers il y a 2 ans, je pense à sa première année avec les Panthers du côté de Borowski. Puis autant que tu avais un match que, oui, il y avait de l'air du gardien qui avait déjà remporté le Vizina, puis tu avais le match d'après qui accordait 3 crotons dans le même match. Il n'y a pas de constance à ce niveau-là. Puis quand tu payes un gardien de but de 10,4 millions, je pense que c'est 10,5 qui gagne ou 10 piles, je ne me souviens plus. Ouais, c'est ça, c'est Borowski, ça. Il me semble que c'est 10,5. Cap Friendly, nos amis du Cap Friendly, c'est le meilleur site pour ça. On les salue. Ouais, 10 millions pile. 10 millions pile. Quand tu as un gardien à 10 millions, il faut que tu aies de la constance, là, parce que ce 10 millions-là, tu aurais pu l'investir ailleurs. Là, c'est ça qui fait mal. Ouais, puis tu sais, on fait virage jeunesse dans un gardien de but dans la Ligue nationale. Hein. C'est quand même déjà 32 ans. Je te dis pas que c'est vieux, mais on fait quand même un virage jeunesse. Il y a beaucoup de bons gardiens qui émergent présentement. Fait qu'au moins, il te reste juste 1, 2, 3, 4 ans. 5 ans, ouais, c'est 5 ans que cette année, ouais, ça fait mal. Non, ça fait mal. Puis en plus, c'est pas un contrat que tu peux te dire, bon, on va l'échanger. Il n'y a personne qui prend ce contrat-là. Fait que tu sais, c'est ça qui fait surtout le plus mal du côté des Panthers. C'est pas nécessairement le contrat que tu signes de 10 millions, mais tu as le flat cap qui vient avec ça. Puis après ça, tu n'es plus capable de bouger ce contrat-là parce qu'il n'y a plus d'équipe qui a de la place. Donc, tu sais, si on regarde les équipes qui pourraient le ramasser, les Sénateurs qui ont bien du cash de lousse, les Sabres, les Sabres. Il existe encore, ça? Oui, ils n'ont pas encore été rétrogradés dans la Ligue américaine. C'est ça. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, on s'entend que Bobrovski, je ne sais pas si. Je vais aller vérifier, mais sûrement qu'il y a une clause de non-mouvement ou de non-échange qui vient avec ça, ou une clause qu'il faut qu'il donne des équipes. Si c'est le cas, il y a une clause de non-mouvement. Fait que le joueur soumet une liste de 16 équipes où il refuse d'être échangé. Penses-tu vraiment que Bobrovski va vouloir aller à Buffalo, à Ottawa? Ottawa, peut-être un peu plus, vu que c'est une équipe qui progresse de plus en plus. Ouais, Buffalo, oublie le projet. Arizona, oui, il fait chaud là-bas, mais non, on oublie le projet aussi. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, qui vient d'ici du côté des Panthers. C'est un contrat qui n'est pas bougeable. Puis en plus, tu as le joueur qui a un certain pouvoir sur la destination où il veut aller. Pour un GM, là, c'est un cauchemar. Là, totalement. total, là. Totalement. C'est un cauchemar. Aussi à suivre du côté des Panthers, mais j'ai l'impression que si Bobrovski ne se remplace pas cette année, on va se gratter la tête là, du côté de Bill Zito. Ouais, ça va être un beau cauchemar. Mais écoute, Stéphane, c'est ce qui met fin à ce deuxième podcast de cette saison 3. Un gros merci encore une fois pour ta collaboration. Un plaisir. La semaine prochaine, je te laisse décider quelle division qu'on fait. Est-ce qu'on fait la métropolitaine ou on fait l'Atlantique? Est-ce qu'on se garde le gros gâteau pour la fin? Ah ouais, on peut se gratter le gros gâteau pour la fin. Parfait. On va faire l'Atlantique la semaine prochaine. Excellent. Fait que ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube de Hockey sur Demande, je vous invite à le faire pour manquer nos podcasts. On va sûrement réussir à faire des entrevues prochainement. Là, je suis en train de lancer des lignes un peu à gauche et à droite en espérant de taper un gros poisson. Yes. Et sinon, eh bien, on va se retrouver là pour un prochain podcast la semaine prochaine. Donc, un gros merci encore une fois et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Bye bye.